Bonjour. Alors ça y est, je crois que je suis en direct. Je vais pouvoir inviter Lauriane qui va nous rejoindre. Alors est-ce que je trouve le bouton? Tac. J'avais dit que j'allais combler cette partie pour que ceux qui regardent le replay ne soient pas tout seuls. J'ai beaucoup de mal à me en direct avec Lauriane. Je n'ai pas accès aux fonctions. Je vais devoir couper et reprendre. Hop. Ah, ça y est. Pardon. Alors, je vois que Lauriane est là. Est-ce que je peux t'inviter? C'est moins sûr. Est-ce que toi, tu peux trouver pour faire... À part faire coucou. Invite. On est là. Le temps qu'elle nous rejoigne. Je vais la trouver. Pourquoi? Ah bah ça y est, ça arrive. Te voilà! Yes. Oui, Bon, j'ai eu beaucoup de mal en fait avec mes petits boutons qui disparaissaient et tout ça. Et puis je vois pas très bien. Alors je vais changer les paramètres de mon téléphone. Voilà. Ah, ça y est, je te vois bien. tu me vois bien là? Donc, bienvenue déjà sur mon live. Du coup, j'ai cru que j'allais devoir le reprendre. Je vais essayer de me mettre aussi sur mon ordinateur pour pouvoir lire tout simplement vos questions en même temps. Je sais pas du tout si c'est jouable. Je sais pas du tout si je pourrais le faire. Mais voilà. Bon, je suis dessus et en effet, sur l'ordinateur, le live, je vois. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc, Non, non, ça va le faire. On va checker les commentaires et on verra au fur et à mesure. c'est ça. On est là pour vous parler des enfants qui bougent beaucoup. Notre petit titre de la pile électrique à l'hyperactivité. Votre enfant vous met au défi. On va commencer par se présenter peut-être et ensuite on redéfinira bien de quel genre d'enfant on parle et de quel défi on parle. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es, Lauriane, du coup, puisqu'on est sur mon compte, donc les gens ne te connaissent pas. Ça marche. Alors, bonjour à tous, ceux qui regardent là en direct et ceux qui verront le replay. Donc, moi, je suis Lauriane, je suis thérapeute énergétique et conseillère en nutrition et micronutrition. Donc, moi, à la base, la parentalité, ce n'est pas forcément mon cœur d'activité. Par contre, voilà, comment vous accompagner à travers des conseils nutritionnels, des conseils en micronutrition, en gestion du stress et un accompagnement thérapeutique en développement personnel. Voilà, ça reste dans mes cordes et du coup, voilà, je suis là pour vous accompagner à ce niveau-là. Ok, merci. Donc moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui viendraient ou qui regarderaient le replay sur le compte de Lauriane, donc je suis Amandine Ventadour, je suis psychopraticienne et consultante en parentalité. L'essentiel de mon travail tourne autour de la question du lien parent-enfant. Comment est-ce qu'on le crée? Comment est-ce qu'on le répare? Comment est-ce qu'on l'améliore au travers de tous les défis qui vont se présenter sur notre chemin au cours de notre vie de parents. Donc voilà, j'ai plein d'outils sur ça que vous pourrez autour de cette question que vous pourrez découvrir sur mon compte et mon site internet. Et puis du coup là, je vais faire appel à des connaissances assez particulières puisque je vais commencer peut-être par présenter un petit peu le live. On a prévu de l'organiser un petit peu pour pas se perdre. On va vous redéfinir de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui. On ira voir quelles sont les difficultés qui sont rencontrées du côté parent et du côté enfant. Et puis, on verra comment accompagner l'enfant et comment accompagner le parent. Et donc, avant de démarrer, c'était bien, je trouvais, de redéfinir un peu les choses. Donc, notre titre, de la pile électrique à l'hyperactivité, vous voyez, je revois mes notes derrière moi. Votre enfant vous met au défi. Alors, d'abord, votre enfant vous met au défi. Ça ne veut pas dire que votre enfant vous cherche par ces comportements-là. C'est un vrai défi pour la parentalité que d'avoir un enfant qui bouge beaucoup, qui va être, comment est-ce qu'on peut le définir? Turbulent, une tornade. On a mis la pile électrique du coup. Un enfant qui n'est peut-être pas ce que l'on a comme l'image que l'enfant doit être. En fait, on a beaucoup une image d'un enfant sage. C'est celui-là qu'on valorise. Et du coup, quand on n'a pas un enfant sage,
ou qu'on s'attendait à l'avoir et puis finalement c'est pas exactement comme ça que ça se présente, ben on peut être déstabilisé et c'est ça qui vient nous mettre au défi. C'est ça qui vient nous réorganiser dans notre vision de la parentalité, mais aussi de tout ce qui est gestion de la vie familiale, gestion du quotidien, peut-être aussi gestion de la pose de limites, hein, puisque voilà, on va peut-être avoir plus besoin ou ressentir ce besoin de poser plus de limites. Peut-être qu'on va passer par là, ou alors on va se rendre compte qu'on n'a pas de contrôle. Et ça, c'est très déstabilisant, le contrôle. Beaucoup de parents me disent j'aimerais tellement contrôler mon enfant. Sauf qu'en réalité, donc non, votre enfant ne vous cherche pas. On parle de la pile électrique jusqu'à l'hyperactivité. Ça veut dire que là, on va pas parler uniquement d'enfants qui ont un trouble diagnostiqué. On va parler des enfants qui ont un tempérament turbulent, peut-être. J'aime pas trop ce mot turbulent. Je trouve qu'il apporte un espèce de jugement déjà, alors que c'est pas ça que j'ai envie d'y mettre en fait. Un enfant vif, vivant, comment dire, dynamique. Merci Lauriane. Cet enfant-là, cet enfant qui est du coup en bonne santé, je tiens à le dire, un enfant qui bouge est un enfant en bonne santé. À l'inverse, un enfant trop sage, il y aurait peut-être des questions à se poser. Voilà, est-ce que ça va bien vraiment? Voilà, je suis la maman d'une enfant très très sage qui est épileptique et qui a plein d'autres problèmes. Voilà, le côté sage n'est pas spécialement révélateur de bonne santé de ce côté-là. Donc voilà, on va parler de cet enfant dynamique jusqu'à un enfant qui, oui, pourrait, voilà, si vous avez un enfant qui a un TDAH, avec ou sans H d'ailleurs, diagnostiqué ou en cours de diagnostic, vous allez trouver des infos qui vont aussi vous convenir. Mais c'est un espèce de continuum, voilà. Est-ce qu'on est diagnostiqué ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'être diagnostiqué ou pas? Peut-être pas d'ailleurs. Et en tout cas, il y a quand même des choses à faire pour que toute la famille aille bien. Alors dans cette petite partie, dis-moi. Comme on l'abordera tout à l'heure aussi, effectivement, des fois on a tendance à classer les enfants un peu trop vite dans l'hyperactivité et bon, on l'abordera plus en détail tout à l'heure, mais voilà aussi la posture intérieure du parent et comment se sent le parent. Effectivement, si le parent est un peu plus en stress ou un peu plus fatigué, la patience pour gérer le dynamisme de l'enfant sera aussi un peu mise à rude épreuve. Et ça ne veut pas dire encore une fois que l'enfant va chercher délibérément à asticoter son parent. C'est juste que voilà, il y a de la fatigue qui vient, il y a du stress qui vient, et on l'abordera tout à l'heure aussi, comment venir gérer cet état émotionnel du parent qui n'est pas forcément toujours disponible, et c'est parfaitement normal. Et voilà, ça on abordera aussi un peu tout. Oui. Ce qui peut d'ailleurs totalement faire partie des facteurs environnementaux qui vont provoquer ce genre de comportement d'ailleurs. Hors trouble, on peut avoir un enfant qui recherche de l'attention, de la présence de façon totalement inconsciente et qui va, voilà, vraiment là c'est cette phrase du coup de nous mettre au défi parce qu'on va pas comprendre ce genre de comportements qui sont développés. Donc en effet. Alors pour parler un petit peu quand même de ce genre, quels sont vraiment les symptômes. Qu'est-ce que c'est un enfant turbulent et tout ça? Alors déjà, il faut se rendre compte qu'il y a plein de facteurs ou de problèmes qui peuvent induire des symptômes. Là, on vient de parler, voilà, un besoin d'attention. Donc ça veut dire, allez, en face, on va mettre une parentalité qui est peut-être pas assez présente pour cet enfant-là, un besoin qui est pas comblé. Donc ça veut dire un problème d'origine peut-être psychologique, ou on peut avoir des comportements turbulents sur des problèmes sociaux, un milieu de vie instable. Voilà, on peut avoir des enfants, par exemple, qui, au cours d'un divorce, vont développer un tempérament qui n'était pas le leur avant, par exemple. Des problèmes familiaux, donc on est là-dedans aussi. Voilà, c'est à la fois social et familial. Et puis d'autres problèmes qui seraient liés à des prises de médicaments, donc comme des effets secondaires ou des choses comme ça. Donc pour autant, on va pouvoir intervenir dessus. Alors il y a dans le TDAH, et je vais quand même en parler un petit peu puisque on va aller du continuum de cet enfant tout à fait
on va dire, ordinaire à l'enfant diagnostiqué. Il y a le critère attentionnel. Les parents qui sont concernés en général deviennent vite des spécialistes de la question. Mais donc voilà, je vais différencier. Du coup, il y a le critère attentionnel. Je remarque pas trop les détails. J'ai l'impression, enfin, je donne l'impression d'être quelqu'un de négligent. J'ai du mal à rester concentré. Je semble avoir l'esprit ailleurs, même sans avoir de distraction précise. Juste un petit peu un esprit un peu rêveur. Je commence des choses, mais je les finis pas. Alors là, quand vous entendez ça, peut-être que vous dites, mais en fait, mon enfant, il n'a pas spécialement un trouble de l'attention et pourtant, il a ce genre de comportement. Donc, si votre enfant a moins de 6 ans, tout ce que je suis en train de citer est à peu près physiologique. Hein. C'est à peu près normal d'être un enfant, quoi. Juste un enfant, avec en effet un effet dans la lune, du mal à rester concentré. Il va avoir du mal à gérer des tâches qui ont plusieurs étapes. Donc, ne serait-ce que par exemple s'habiller, mais là vraiment, si votre enfant a moins de 6 ans, vous êtes dedans et c'est OK. Donc, du coup, on va pas mettre la culotte, on va commencer par le pantalon, puis c'est après qu'on va se rendre compte que, ah zut, il y avait cette étape-là avant. Une mauvaise gestion du temps. Donc, peut-être que vous, en tant qu'adulte, vous vous reconnaissez aussi. Mais voilà, donc c'est sur un continuum. Est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est beaucoup? Le côté distrait, de perdre des objets, des choses comme ça. Et puis d'être facilement distrait par d'autres stimuli. Donc voilà, là je suis en train de vous parler, puis il y a le soleil qui vient sur moi, mais peut-être je suis incapable de me remettre dans cette discussion parce que du coup, donc voilà, ça serait un trouble plutôt de l'attention. Tu voudrais dire des choses peut-être par rapport à ça? Non, c'est plus ta partie à toi, donc c'est très bien. Ça me fait penser à tous les enfants dyspraxiques, dyslexiques, etc. Mais là, on est dans un autre sujet, donc. On est dans un autre sujet, sauf que souvent, c'est des packages. C'est-à-dire que tu attrapes le pompon trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, puis derrière, tu as le petit package des troubles 10. Peut-être qu'il y a aussi des enfants HP qui peuvent être vraiment se retrouver là-dedans, donc au potentiel intellectuel. Voilà, souvent, un trouble ou une particularité ne vient pas tout seul. Et je tiens à le redire, on peut avoir l'impression que notre enfant, il colle à ce que je suis en train de dire, sans pour autant qu'il ait un trouble. Hein. Attention, là, je suis sur des critères diagnostiques, mais avant de faire un diagnostic, c'est bien plus complexe que ça. Il faut que l'enfant se retrouve dans un certain nombre. Donc là par exemple, il faut qu'il soit dans au moins 5 éléments et pas dans un seul milieu. C'est-à-dire que si à la maison, on le trouve dans l'inattention, mais que à l'école, ça se passe bien, alors c'est pas un trouble, c'est lié à l'environnement. Et là, on va pouvoir travailler sur le contexte familial, la gestion des émotions à la maison et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour étayer le propos, le recentrer, mais pas c'est pas une vérité absolue. Voilà, vous inquiétez pas si vous reconnaissez votre enfant ou même vous-même. Hein. On verra dans l'étiologie que du coup, il y a quand même des critères héréditaires, quoi. Et pour le côté hyperactivité, impulsivité, qui vont un petit peu ensemble, c'est un enfant qui remue, qui se lève souvent, qui court, qui grimpe partout, qui sait pas trop se tenir tranquille, même quand on lui demande, c'est compliqué pour lui, voilà. Qui parle trop, un moulin à parole, qui va vous terminer une phrase, qui va laisser échapper une réponse alors qu'on lui pose pas la question à lui, qui va imposer sa présence, qu'elle soit physique ou sa présence dans la conversation aussi, qui va interrompre, ou qui a du mal à attendre son tour. Voilà, là c'est le côté manque d'inhibition et et trop d'impulsivité du coup. Donc voilà de quoi on parle sur ce continuum de juste c'est ok, c'est physiologique, je suis un enfant, j'ai ce genre de comportement, jusqu'à ça prend trop de place dans ma vie, ça m'empêche de fonctionner et là on parle d'un trouble. Je vais vraiment être gênée par ce soleil en fait. Quand tu papoteras, j'irai fermer le store. Et donc, ça concerne qui? Donc, pour remettre les choses vraiment pour rassurer tout le monde, au niveau épidémiologique, c'est-à-dire la fréquence à laquelle ça apparaît, ce trouble, le TDAH, avec ou sans H, c'est seulement 5 à 7% des enfants à travers le monde. Il y a peu de différences en fonction des continents ou
des pays, des cultures et tout ça. Voilà, on le retrouve sur 5 à 7%, donc c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de différences entre filles et garçons. Ça concerne 2 à 3 fois plus de garçons que de filles. Ça, oui, une vraie différence. Et puis souvent, les garçons ont l'inattention et l'hyperactivité, alors qu'on retrouve plus de filles avec l'inattention, mais pas d'hyperactivité. Et puis, quand même, ça c'est un truc intéressant à dire. Je me trompe encore. C'est que beaucoup de ces, symptômes, on va dire, disparaissent, enfin, ou s'atténuent avec l'âge. C'est-à-dire qu'en vieillissant, ils vont avoir, les personnes continuent de trouver que c'est difficile sur certains aspects. Pour autant, ils sont sortis du trouble, c'est-à-dire qu'en critères diagnostiques, on peut plus les classer. Dans ce fameux continuum, ils sortent du trouble. Voilà. Donc, ça devient plus un tempérament, une façon d'être que réellement un trouble. Sur ce qui est étiologie, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui influencent l'apparition du trouble, il y a l'héritabilité. Donc, on en hérite, oui, on le transmet. C'est à peu près 70% d'héritabilité, c'est beaucoup. Et puis, il y a plusieurs gènes qui rentrent en compte, donc voilà, pas un seul. Donc voilà, donc certainement que dans pas mal de familles, on est tous dans ce tempérament dynamique. Et que du coup, peut-être c'est pas un problème pour nous, ou alors c'était pas un problème pour nous quand ça nous touchait nous, mais une fois que c'est notre enfant, là, on se dit non mais c'est pas possible, je peux pas le gérer. Mais donc voilà, on va se retrouver. Il y a beaucoup de parents qui se découvrent, qui découvrent leur diagnostic à eux, et pas que là-dessus, hein, mais j'en entends beaucoup sur les hauts potentiels aussi. Une fois qu'ils diagnostiquent leur enfant, ils se disent mais en fait moi j'étais pareil, puis on m'a pas compris quand j'étais petit, j'en ai souffert ou autre. Donc c'est intéressant. Et puis il y a beaucoup de facteurs environnementaux. C'est-à-dire que alors, vraiment pour vous donner le chiffre, ça influence l'influence environnementale, explique environ 30% des différences entre les individus. Donc voilà, quel est mon contexte social, culturel, pas vraiment culturel, mais plutôt l'éducation que je reçois et tout ça, ça peut vraiment intervenir. Il y a des risques périnataux et des risques pendant la grossesse aussi, par rapport aux consommations, drogue ou une mauvaise alimentation de la mère. Et puis tout ce qui est petit poids ou prématurité, on a un peu plus d'incidence. Voilà, ça reste quand même 5 à 7% qui vont sur notre continuum être dans vraiment le trouble. Excusez-moi, je ne sais pas si ça perturbe le live, mais je reçois des appels que je rejette en même temps. Du coup, voilà pour de quoi parle-t-on. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous êtes peut-être en train de manger d'ailleurs. Bon appétit. De quoi parle-t-on? J'ai à peu près bouclé. Est-ce que ça te soulève toi des questions, Lauriane, ou est-ce que j'ai fait le tour? Non, tu as bien fait le tour et c'est effectivement très intéressant de voir les différents facteurs qui peuvent, différentes causes qui peuvent effectivement intervenir là-dedans. Et puis, je trouve ça aussi intéressant de repréciser qu'effectivement, c'est que 5 à 7% qui sont vraiment diagnostiqués avec un trouble et que le reste du temps, c'est peut-être juste que c'est un enfant plein de vie, un peu dynamique et qui a besoin d'un accompagnement aussi particulier, privilégié, évidemment. Mais ça n'empêche, voilà, il faut pas non plus toujours trop stigmatiser ces enfants un peu trop dynamiques. Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas si je t'entends un peu moins bien que tout à l'heure, donc je sais pas si c'est lié à ton casque et ton micro, ou si c'est mon téléphone qui, comme je reçois des appels, me. Ah, Bon, je sais pas dites-nous si vous n'entendez pas bien, Lauriane. Hop. Et du coup, ce que tu viens de dire, c'est un peu en lien avec la deuxième question qu'on souhaitait aborder, c'était quelles sont les difficultés rencontrées pour le parent et pour l'enfant. Peut-être qu'on commence par sur le côté parent. Du coup, tu parlais de se sentir stigmatisé. Et il y a ce Oui, c'est côté ça. regard de l'autre, en fait. Oui, Tu c'est pas. ça. Et je pense autant pour les parents que pour les enfants, en fait, parce que pour les enfants, ça peut être un peu dur aussi de se sentir tout le temps bah,
réprimandé parce qu'on est trop actif, parce qu'on est trop turbulent, etc. Et pour le parent, effectivement, il peut y avoir le regard de l'autre quand on est au parc, quand on est en famille, et se dire, mon Dieu, mais en fait, non, c'est juste que mon enfant est plein de vie, mais oui, il est brillant, et oui, il a besoin de jouer, il a besoin de sollicitation, et comment on s'en sort par rapport à ça, en fait. Ouais. Sur l'enfant, tu as raison de parler d'une espèce de pression constante ou de contrôle, parce que du coup, on va essayer de canaliser cette énergie, de la limiter en réalité, hein, vraiment. Donc là, il y a cette notion de contrôle, parce que socialement, ça le fait pas de grimper partout dans le supermarché, de courir dans les rayons, et puis il y a ce côté mise en danger qui va interroger beaucoup l'adulte. Là, pour le coup, l'enfant, je crois que lui, il s'en fiche complètement. Il a beaucoup de mal à se connecter avec cette mise en danger. Pourtant, elle est réelle. Hein. Ça fait, il y a beaucoup plus de fractures et de traumatismes crâniens chez les enfants de TDAH. Donc, hein, encore sur notre continuum, encore voir où est-ce qu'on se situe. Mais ça fait partie des causes, enfin des problèmes réels rencontrés par les familles. Cette question de mise en danger. Donc, en effet, le regard de l'autre là-dessus. Si je deviens un parent un peu plus conscient que on est plutôt dans l'ordre du trouble et que du coup, je vais pas essayer de limiter mon enfant, je vais plutôt essayer de l'accompagner avec beaucoup de douceur. Puis il y a d'autres personnes, des adultes, même plutôt l'ancienne génération, qui peuvent nous faire des réflexions du genre, mais bon sang, elle le tient pas son enfant, quoi. Ça va pas du tout. Mais pourquoi tu lui dis pas d'arrêter? En fait, il peut pas. Il a besoin. Là, vraiment, c'est un besoin, quoi. Cette activité, c'est utiliser une énergie dont on dispose. Donc en fait, si on est dans la limite, dans le contrôle, c'est comme si on mettait le couvercle sur la casserole qui déborde. Ça ne fonctionne pas. Et puis souvent, du coup, on dit bon, il vaut mieux chercher la cause et couper le feu. Ça dépend où on est sur le continuum. Si la cause, c'est une recherche d'attention et qu'on n'est pas dans un trouble, mais plutôt dans un enfant qui bouge, si mon enfant il a besoin d'attention puis que je lui donne, je coupe le feu. Donc là, c'est OK. Ça va être assez efficace. Mais si c'est un trouble, couper le feu, je peux pas. Par de la médication, je peux. Mais non, je peux pas. Je peux pas couper ce feu. Donc, le regard des autres. Et du coup, une fatigue aussi qui va être parce que du coup, c'est accompagner, faire attention à la mise en danger constamment pour pouvoir être en préventif sans être en restrictif trop, parce que dire non tout le temps, c'est pas possible. Donc c'est fatigant. C'est encore plus fatigant, en effet, d'être le parent d'un enfant d'une pile électrique ou d'une petite tornade que d'un enfant lambda qui, lorsqu'on va lui demander de se recentrer sur lui-même, va avoir des ressources et va savoir le faire. Voilà. Ça, on va en parler dans les outils sur comment accompagner l'enfant. Bien évidemment qu'il y a des choses à mettre en place, où qu'on soit dans le continuum d'ailleurs, qui seront du coup plus ou moins efficaces en fonction d'où on se trouve sur le continuum, mais des choses à mettre en place. Et oui, mais côté c'est enfant, important. Comme tu dis, il faut que cette énergie de l'enfant, elle s'exprime, en fait. Il faut qu'elle puisse se manifester, se matérialiser dans le respect de sa sécurité, évidemment. Mais voilà, c'est très, très important que ça puisse s'exprimer malgré tout. c'est ça. On va accompagner plus que ce qu'on va contrôler ou étouffer. Je pense qu'on est toutes les deux raccords sur cette notion-là. Et j'entends ce besoin pour les parents, surtout quand ils viennent en consultation vers moi, l'intention première, c'est quand même souvent de contrôler. On voudrait que ça s'arrête. On veut croire que c'est possible. Je suis désolée, j'ai pas de baguette magique. Ce n'est pas possible. En tout cas, si on le fait, ça a un coût sur la relation qui est énorme, sur la relation et sur l'estime de soi, de l'enfant et même du parent. Parce que le coût de ce contrôle et de cette limite, il est pas du tout proportionné. Ça serait trop fort pour pouvoir conserver une relation de qualité. Donc voilà, c'est une idée à rapidement laisser partir pour se nourrir d'autres pistes et d'autres solutions qu'on va aborder. Pour le côté enfant, du coup, on en a un peu parlé déjà pas mal là, mais voilà, l'estime et la confiance en soi, si on est tout le temps en train de revenir sur ce que je dis, ce que je fais,
si on est tout le temps en train de me demander de me canaliser, est-ce qu'au final, j'ai confiance en la personne que je suis? Est-ce que j'arrive à me rendre compte que malgré toutes ces difficultés, je reste une belle personne qui vaut la peine d'être connue, voilà. Donc, c'est des enfants qui se remettent en cause beaucoup. Moi, je trouve souvent une partie pas hypersensibilité, mais voilà, encore une fois, encore un continuum. Mais c'est des enfants qui sont très sensibles à ça et qui, lorsqu'ils se sont posés, ils regrettent certains de leur comportement. Ils sentent qu'il y a un feu en eux qui les pousse mais qu'ils ne maîtrisent pas et ça leur porte beaucoup peine. Donc je trouve que c'est pas nécessaire d'en rajouter de remettre de l'huile sur le feu, quoi. Et bien évidemment que la mise en danger, oui, c'est un truc qui leur pose problème parce qu'ils se retrouvent régulièrement avec des points de suture, un membre dans le plâtre ou pire. Donc voilà. Je voudrais rajouter vite fait, mais sans vouloir faire peur non plus, mais c'est important à savoir, c'est que les enfants qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ils sont plus sensibles à l'adolescence, à tout ce qui est prise de risque, prise de drogue, alcool et tout ça. Voilà. Et puis mise en danger quand on est ado, tout ce qui est antisocial, ça prend de l'importance dans le groupe des jeunes. Et du coup, l'enfant qui a le feu en lui, il va avoir tendance à être le premier à sauter dedans. Donc ça peut être compliqué. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à ses enfants à se connaître pour pouvoir avec le temps avoir un peu plus de maîtrise ou de recul déjà. Voilà, un peu de recul. Alors comment est-ce qu'on peut accompagner l'enfant? Là, Lauriane, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, toi, avec ton côté, avec ta casquette, qu'est-ce que tu nous proposes pour accompagner cet enfant? Alors moi, la première des choses qui est pour moi la plus importante et enfin, qui c'est primordial, c'est l'alimentation. L'alimentation et prendre soin du microbiote en fait, de toute la flore intestinale des enfants qui, par l'alimentation ultra transformée, par le gluten, etc., cette flore elle est mise à mal. Mais en fait, tout se passe au niveau intestinal, enfin tout. J'exagère presque pas quand je dis ça, parce qu'effectivement, il y a un lien considérable entre notre ventre et notre cerveau, notre alimentation et notre cerveau. Et même si il y a encore effectivement scientifiquement des débats sur la question, ça remonte quand même à 1973, si je me trompe pas, que les premiers médecins se sont posé la question sur le lien entre l'alimentation et l'hyperactivité notamment. Et en tout cas, voilà, ces troubles du comportement. Effectivement, on se rend compte que tous les additifs alimentaires, les sucres raffinés, c'est des petites bombes qui vont venir juste influencer et donner une énergie considérable aux enfants qui ne peuvent plus après maîtriser. Donc déjà, en venant travailler sur l'alimentation, éviter tous ces produits ultra transformés, tous les plats tout prêts, tous ces C'est quoi produits ce que tu appelles additif, du coup? C'est tout ce qui est colorant? les colorants, les exhausteurs de goût, les conservateurs, voilà, tout ce qui est rajouté malheureusement dans notre nourriture actuelle, dans ce qu'on trouve dans les supermarchés, c'est quand même bourré de ces additifs-là, de ces machins, hein, on les voit sur les emballages, sur les compositions des produits. Donc heureusement, certains industriels font le nécessaire pour venir réduire un petit peu ça. Mais voilà, tout ce qui est ultra transformé, en fait, tous ces produits qu'on trouve de façon industrielle, c'est du sucre rapide et c'est des bombes énergétiques pour les enfants qui soient diagnostiqués TDAH. Ils ont été obligés de rajouter sur les paquets de bonbons. Maintenant, il y a une phrase qui indique que ça peut avoir une incidence sur des troubles du comportement ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais que maintenant, ils ont été obligés de rajouter une phrase sur certains bonbons, peut-être tous d'ailleurs, puisque du coup, là, on est d'accord sur un bonbon industriel. Il y a que et du sucre et des exhausteurs de goût et des colorants. Donc, c'est le combo aussi. C'est ça, les bonbons, les gâteaux industriels, toute cette pâtisserie toute faite, où effectivement, voilà, ça remplacera jamais le maison, où on peut choisir du bon sucre qui n'a pas été raffiné, du sucre complet, du sucre de canne, en venant faire soi-même ces gâteaux, ces petites pâtisseries. Alors ça prend un peu plus de temps, mais au moins on a quelque chose de sain qui n'est pas un carburant à l'hyperactivité ou à l'excitation.
Donc ça, c'est important. La caféine, mine de rien, on retrouve de la caféine dans les sodas, pour pas citer de marque. Mais on en retrouve Il n'y a aussi. pas besoin. Il y a certains, voilà, qui aussi, en prenant leur thé, moi, je le vois, mes neveux, ils veulent prendre du thé avec nous, mais mine de rien, il y a aussi des excitants dans le thé, donc ça contribue à renforcer cette excitation. Et puis, tout simplement venir prendre soin aussi du microbiote, parce que si jamais l'enfant n'a pas été allaité, si jamais l'enfant est né par césarienne, il y a une sensibilité microbienne qui n'est pas la même. Et donc, ça nécessite On une peut prise peut-être en charge. rappeler que du coup, dans la naissance par voie basse, l'enfant passe par un certain endroit qui est tout plein de microbes et qui sont des très bons microbes et du coup, il va ingérer par son passage et être au contact avec cette flore, on peut dire, C'est qui ça. va venir, c'est la première qui nourrit son intestin dans la première intention et dans le lait, bon forcément, il y a tout ce qui appartient à la mère qui passe et donc Et ça va lui permettre de composer son propre microbiote intestinal qui va s'enrichir au fur et à mesure des années. Alors, il y a des solutions, effectivement, il y a des probiotiques qui existent. Il y a aussi la glutamine qui existe. La glutamine, c'est une enzyme qui va venir réparer les parois intestinales quand elles ont été un peu trop agressées, justement, par ces produits transformés, par le gluten, par le lactose aussi. Il y en a de plus en plus qui ont des intolérances au lactose. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut prendre en charge pour venir effectivement renforcer cette flore intestinale et aider à stabiliser les émotions. N'oublions pas que le ventre, c'est quand même le cerveau émotionnel. Il l'appelle le deuxième cerveau. Moi, je dis que c'est le premier parce qu'il est tellement important moi, je suis que d'accord avec toi. Je trouve aussi que ça se passe d'abord dans le ventre. Surtout là, tu parles d'émotion, enfin encore plus sur le côté c'est émotionnel, ça, ça se passe d'abord dans le ventre. Et après, c'est ça. notre tête revient éventuellement, mais Et du coup, quand on parle de ça, on parle aussi évidemment des oméga 3 parce que on parle beaucoup de l'association oméga 3 oméga 6. Mais pour moi, les oméga 3 sont nettement plus importants parce que les oméga 6, on en a en quantité très importante dans l'alimentation, les oméga 3 beaucoup moins. Et sauf que ces oméga, ils sont importants pourquoi? Déjà parce que notre corps ne les fabrique pas, donc il faut qu'il y ait un apport extérieur. Et ensuite parce qu'ils vont venir enrichir notre cerveau, notre système, tout ce qui va se passer au niveau du cerveau, la création des hormones en fait, gérées par le cerveau, le système cardiaque évidemment. Mais du coup, voilà, c'est important d'avoir ça parce que ça va venir renforcer tout le système cognitif de l'enfant. dans quoi on trouve, est-ce que ça se trouve dans des produits naturels à consommer en direct Absolument. Absolument. Tout ce qui est fruits, de fruits, n'importe quoi. Les poissons gras. Les fruits, c'est plus saucisse. Tout ce qui est poisson gras, les sardines, le saumon, voilà. Tout ce qui va être poisson gras, c'est très, très riche en oméga 3. Il y a les huiles végétales aussi. Alors attention, les huiles végétales qui sont riches en oméga 3, il y a l'huile de lin, l'huile de cameline, l'huile de noix, l'huile de colza. Il faut les garder absolument au frigo dans un emballage foncé parce que c'est sensible à la lumière et sensible à la chaleur. Donc surtout pas les faire cuire. Et voilà, donc ces huiles sont très riches. Il y a les noix qui sont très riches, tout ce qui est oléagineux, qui vont être riches en oméga 3, en oméga 6. Donc ça, on en trouve partout dans l'alimentation, en fait. Ouais, et j'ai envie de dire là, c'est mon côté maman qui je me dis bon ben les poissons, bon moi ça a marché bien au tout début, hein, et puis dès qu'elles sont rentrées à la cantine, il y a eu a priori un mouvement de masse qui a fait que bon c'était plus trop possible à la maison. Mais en effet, faire une vinaigrette pour consommer des huiles riches en oméga 3 crues, et C'est puis ça. rajouter des petites noix, des petites choses comme ça, que ce soit même dans les gâteaux, hein, rajouter des noix dans les gâteaux. Alors là du coup c'est cuit, c'est moins C'est ça. Avec cuisson, ouais. voilà, on perd forcément les oméga 3 qui sont détruits à la cuisson. Mais effectivement, au D'accord. goûter quelques petites noix, ou si les enfants aiment, on peut faire ce qu'on appelle des puddings de chia. Les graines de chia, c'est des pépites nutritives. Ah oui. Euh, Ouais. et c'est très très bon avec un peu de lait végétal, par exemple du lait de coco, ça donne un petit goût sucré si l'enfant aime le goût de la coco. Et on peut rajouter des fruits frais par-dessus, on peut rajouter ou un coulis de fruits ou des petites amandes, des petites noix. Enfin voilà, c'est très très bon Ouais, ils peuvent faire leurs petites popotes, ça peut être sympa aussi de faire. C'est vrai que les graines de chia, c'est assez ludique parce qu'il faut les faire gonfler si je dis pas de bêtises. Et Ouais, du coup, ça peut même être au niveau expérimentatif. Enfin, voilà, la texture est assez sympa, c'est un petit peu gluant, un petit peu. Voilà, ça peut être très drôle sous la langue aussi. Et ça ouais, a pas beaucoup de goût en fait. C'est assez neutre. c'est très Voilà. neutre. Donc, donc c'est plutôt à rajouter. Ça fait un peu de couleur, c'est noir, ça fait un petit peu de, ça relève un peu. Ok, chouette.
Ça, c'est Moi, ce que j'ai important. envie de rajouter dans par Ouais. rapport à ce que tu as dit, moi, une anecdote personnelle d'une réception où il y avait une espèce de candy bar à disposition, donc des petits bonbons trop bien présentés dans des petites, donc à hauteur d'enfant en plus, hein, sur table basse, donc très bien. Et j'étais arrivée à ce petit événement avec mes filles qui devaient avoir, que je dise pas de bêtises, 1 an et demi, 2 ans et demi maximum, les deux grandes. Et du coup, bah voilà, impossible de dire non alors que c'est à disposition. Euh, Gérer les quantités quand c'est vraiment un libre service, c'est aussi très compliqué. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Elles se sont mises à courir en rond autour d'une chaise sans raison apparente. Et est venue, donc c'était une baby shower. Donc, il y avait plein de futures mamans qui étaient très, très inquiètes de voir mes enfants devenus hyperactifs là. Ça a duré à peu près 45 minutes, je dirais. Mais du coup, bah, j'ai excusé tout le monde pour le bruit que ça pouvait faire. Et puis, donc, on a enlevé les sacs à main qui pouvaient justement causer des chutes ou des choses comme ça. En leur expliquant, en fait, dans les bonbons, c'est juste pas possible. Là, il va falloir attendre que le sucre redescende, que ce soit un peu digéré. Puis après, on pourra à nouveau communiquer avec elles. Mais là, c'était pas possible, quoi. Donc du coup, en effet, le côté contrôle, l'idée n'est pas de se dire ne consommez pas de bonbons, c'est de se dire attendez-vous à ce que derrière ce soit un peu plus compliqué. Donc, est-ce que je suis dans un état d'équilibre intérieur qui me permet de gérer mes enfants dans cet état hyper speed, ou est-ce que je suis fatiguée? Et là, ça peut-être non. Là, peut-être on va sortir des noix et puis voilà, quelque chose de beaucoup moins sucré parce que ben voilà, enfin faut s'y attendre peut-être. Ou en tout cas, pas des Euh, sucres. Aller plus sur des sucres lents que des sucres c'est ça, rapides qui vont se brûler tout de suite et partir en oxydation. c'est ça. Et puis du coup, pas mettre la faute sur l'enfant. Après tout, c'est moi qui viens de enfin, le mot qui m'est venu, c'est droguer, tu vois. À tel point, moi, vraiment, elles avaient l'air droguées Ah bah oui. parce qu'elles étaient vraiment pas dans leur état normal. Mais du coup, c'est moi qui viens d'autoriser ça, donc je vais pas, enfin, allumer le feu d'un côté, l'éteindre de l'autre. C'est pas possible, quoi. Donc, il faut rester cohérent en se disant bon ben ok, là, t'as mangé beaucoup de bonbons, t'as besoin de courir, alors peut-être, bah non, monter sur le mur, ça va pas être jouable. Par contre, tu peux courir à tel endroit, tu peux sauter à tel endroit. Enfin, essayer de canaliser ça. De façon la plus astucieuse possible pour pas être dans le non et en même temps avoir bien conscience qu'on a notre part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer et que ça va vite redescendre aussi. Hein. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et dans ce cas aussi, alors plus particulièrement quand effectivement l'enfant est diagnostiqué avec un trouble avéré, mais quoi qu'il en soit, des fois une complémentation avec des compléments alimentaires peut être très intéressante, notamment Donc sur ça, du ça va être des magnésium. petites gélules, des choses comme ça. C'est ça. Alors toujours évidemment avec l'accord du médecin, hein, attention, n'allez pas Oui. filer n'importe quoi à votre enfant tout de suite. N'hésitez pas à contacter un professionnel et puis surtout à faire valider par un médecin avant. Mais dans le cas, C'est-à-dire que le médecin, lui, il va pas pouvoir nous dire quoi prendre. Lui, il n'est pas spécialement formé pour ça. Donc on va non, plutôt t'appeler toi et ensuite valider avec le médecin c'est ça, qu'il n'a pas d'opposition particulière à prendre tel ou tel exactement. complément. Ouais, Ok. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Puis le médecin pourra aussi peut-être, parce qu'il connaît l'enfant, qu'il le suit, etc., il aura aussi peut-être plus de précision sur les dosages Mm. ou sur les recommandations au niveau de la prise. Mais D'accord. la première des choses, c'est effectivement le magnésium, parce que quand on est comme ça dans l'activité, on puise dans nos ressources de magnésium, et il a été prouvé que des carences en magnésium renforçaient justement l'hyperexcitabilité Mm. et venaient renforcer sur les troubles de l'humeur, les troubles de l'attention, etc. Donc le magnésium est primordial par rapport à ça. Et puis effectivement après, les vitamines, les oligo-éléments qu'on a, dont on a besoin et qui sont pas toujours disponibles dans l'alimentation qu'on peut prendre, notamment l'alimentation ultra transformée, elle est très très pauvre en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, et ça le corps en a besoin autant pour notre fonctionnement physique que pour notre fonctionnement cérébral et cognitif en fait. Ouais, très bien. De façon générale, je trouve que les enfants réagissent assez bien à toutes les approches naturelles. Ils sont moins, enfin, pollués entre guillemets parce que nous, on a pu prendre plein d'antibiotiques ou plein de médicaments déjà et les tout jeunes, je trouve, réagissent bien à ces approches. Et dans le cas du TDAH,
bien sûr qu'une médication peut être vraiment bénéfique, hein. C'est vraiment pas à négliger. Par contre, ça n'empêche pas, parce que l'approche comportementale dont on va parler un peu plus tard est dans tous les cas à associer à une médication. Et donc, une approche naturelle, comportementale et si besoin, une médication. Voilà, je pense que c'est en tout cas, même un professionnel de santé, neuropédiatre, neurologue ou pédopsychiatre ou psychiatre, c'est ceux qui font le diagnostic du TDAH, pédopsychiatre, psychiatre, neuropédiatre ou neurologue tout court. Eux, ils seront pas du tout normalement, voilà, ils sont censés nous orienter déjà sur une approche comportementale, éventuellement une médication. C'est sûr qu'ils parleront pas forcément d'une approche naturelle, mais c'est quand même à prendre en considération. Je trouve que ça matche bien avec l'approche comportementale. Et puis il y a un truc supplémentaire, c'est que ça fait prendre conscience à l'enfant du fait que voilà, la façon dont il nourrit son corps va avoir une incidence sur son comportement. Et du coup, ça l'invite à être à l'écoute de ce qui se passe dans son corps. Et ça, je trouve que c'est un gros plus pour la gestion autonome du trouble ou simplement du tempérament. Voilà. Passer par l'expérience plutôt que par le contrôle de l'adulte, je trouve que c'est toujours une bonne voie et l'approche naturelle, voilà. Ne serait-ce que de lui faire prendre conscience, ben voilà, hier au goûter, tu as mangé ça, il y avait des graines, il y avait ceci, comment tu t'es senti? Et aujourd'hui au goûter, tu as pris, voilà, je sais pas, des biscuits industriels, 3 bonbons, comment tu te sens? Voilà, ça me semble très intelligent de passer par là. Oui, oui, et puis effectivement, rien ne remplace la prise de conscience de ces choses-là, mais même pour nous, les adultes, hein, et moi, j'invite mes clients aussi à expérimenter, ceux qui viennent me voir pour des troubles digestifs, par exemple. Effectivement, bah, des fois, il faut peut-être juste revoir l'ordre des aliments qu'on mange, et pour ça, il faut expérimenter, en fait, parce que tout le monde dit, oh, faut pas prendre les fruits à la fin du repas, mais on a tous l'habitude de prendre les fruits à la fin du repas en dessert. Et sauf qu'en fait, quand on expérimente pendant ne serait-ce que 3 semaines de pas manger le fruit à la fin, mais entre les repas ou avant le repas, eh ben, on se rend compte qu'on a vachement mal à la fin, en fait. Et ça passe par l'expérimentation. Et c'est vrai que inviter les enfants aussi à prendre conscience de ça. Ok, t'as mangé ça. Comment tu t'es senti après? Et là, maintenant, tu viens de manger ça. Comment tu te sens? Est-ce que c'est lourd dans ton ventre? Est-ce que t'es fatigué? Est-ce que t'as plein d'énergie? Ça, c'est très faire en même temps qu'eux, je trouve, hein. Parce que partager ça renforce encore le lien et puis c'est important pour que l'adulte qui en parle puisse l'avoir expérimenté lui-même et c'est toujours dans le même genre de ressources. Je voulais parler moi de tout ce qui est routine et hygiène de vie. Donc c'est en lien avec les repas. C'est d'éviter. Alors souvent il y a avec la médication d'un TDAH. Il y a des enfants qui ont un tout petit appétit, d'accord? Ça c'est un effet secondaire des médicaments avec le TDAH. Et du coup, si j'ai un tout petit appétit, ben, je vais peut-être pas manger comme il faut aux repas principaux, et du coup, peut-être que je vais sauter sur n'importe quoi entre les repas. Ça, dans l'hygiène de vie, c'est important de prêter attention à ça, d'éviter les pics glycémiques et du coup, de manger peut-être en plus petite quantité mais plus souvent. Ça peut être quelque chose de vraiment salvateur pour un enfant qui aurait beaucoup de boost ou pour un enfant TDAH qui serait médicamenté et qui aurait ce problème d'appétit. Donc voilà. Et du coup, forcément, d'insérer de l'activité physique dans son hygiène de vie, notamment dans les phases où on doit être concentré. C'est-à-dire même à l'école, un enfant qui bouge beaucoup et qui a cette difficulté. Alors tu vois, je vois, oui, sans être TDAH. Alors en effet, alors une maman qui déchire, du coup, coucou. On a parlé de ça dans l'introduction, on expliquait qu'on parlait d'un grand continuum. Et en effet, ce qu'on dit là peut s'adapter à des enfants qui sont TDAH, mais aussi à des enfants qui sont juste des petites piles électriques, des tornades. On leur a trouvé plusieurs qualificatifs tout à l'heure. Mais donc voilà, un enfant qui a juste besoin de bouger, de l'inviter à bouger entre deux, peut-être même entre deux exercices, quoi. Si on a des enseignants qui sont ouverts à ça, plutôt que de passer son temps à lui dire de pas bouger sur sa chaise, il vaut mieux lui dire t'as fini ton exercice, allez vas-y, tu vas me faire 3 fois le tour de la cour et tu reviens. Ou alors ah bah tape, on lui fait un slalom, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses dans le et bien sûr de lui trouver une occupation motrice au poste de travail, ça peut être adapté. Il y a tout ce qui est spinner pour faire tourner entre ses doigts, il y a les pop-it qui ont été
largement diffusé cette année. Il y a la possibilité de mettre un élastique entre les deux pieds de la chaise avec un tube dessus pour avoir les pieds qui bougent sans que ça fasse trop de bruit. On peut mettre une galette, c'est une espèce de ballon. C'est même pas vraiment un ballon, c'est vraiment une galette, c'est plat. Et ça permet de la mobilité sur son siège ou même carrément avoir un ballon type ballon de grossesse en poste de travail, de façon à permettre la mobilité pour que cette énergie elle soit utilisée et dépensée. Et au contraire, ça permet la concentration. Voilà. On pourrait croire que ça va distraire l'enfant. Et alors peut-être que certains ça va les distraire d'avoir ça à proximité. S'il y a une prédominante attentionnelle, ben forcément ça pourrait être un problème. Mais c'est à essayer, à mettre en place pour voir quels sont les bénéfices. Mais tu sais, j'ai envie de dire que c'est aussi valable pour les adultes parce que je vois quand on est, même moi en tant qu'indépendante, hein, quand je passe plusieurs heures sur mon PC à préparer des trucs, au bout d'un moment, j'ai quand même besoin d'aller faire un tour, une pause, m'oxygéner et après, je suis beaucoup plus efficace. Et ça, effectivement, c'est déjà valable pour nous et autant le permettre à l'enfant aussi de le faire, quoi. Ouais. Là, j'avais envie de parler d'un truc sur lequel tu pourras certainement compléter rapport énergétique. En fait, je voulais parler dans les hygiènes de vie du coucher, qui est souvent un problème pour ces enfants-là, où qu'ils soient dans notre continuum qu'on a décrit au départ. Préparer le corps en lui donnant des indices que ça va être le moment de se coucher. Ça va être déjà, par exemple, les écrans. Un autre vaste sujet, mais on va forcément éviter l'exposition aux écrans pendant, alors au moins les 45 minutes qui précèdent le coucher. Moi, mon expérience avec mes enfants, c'est plus long. Je les couche à 20 heures. S'il y a des écrans après 18 heures, ça va pas jouer. Donc à voir, hein, ça aussi dans l'expérimentation, voir discuter avec notre enfant de ce que ça a comme impact sur lui. Et donc donner les signaux à mon corps que ça va être l'heure de se coucher, ça va être avoir des activités plus calmes ou plus fatigantes pour le cerveau. La lecture, c'est bien mieux de lire le soir, de fatiguer nos yeux et notre cerveau avec de la lecture que d'avoir un écran. Mais aussi tout ce qui est environnemental, faire attention au son, la façon dont on parle, bien une demi-heure avant d'aller se coucher, aux lumières, utiliser plutôt des lumières tamisées, voilà. Et aussi dans le côté rituel, routinier, c'est de décider, parce que l'enfant va pas spécialement ressentir la fatigue, il va sentir au moment de se coucher, mais le lendemain matin, il va sentir qu'il est fatigué. Donc, de décider d'une routine en disant, bon, ben voilà, normalement, on a besoin, allez, avant 12 ans, d'avoir 10 à 11 heures de sommeil. Donc, tu dois te lever à telle heure le matin. Écoute, on va essayer en se couchant à telle heure. Et on expérimente ce qui se passe quand je me couche à telle heure. Mais du coup, on a un accord entre nous, on teste quelque chose et du coup, on se met vraiment au lit et là, on a ces activités de lecture ou autre éventuellement. Mais on essaie vraiment de se coucher à cette heure-là. Pour voir ce que ça me fait, puis ça permet à l'enfant de dire voilà, il y a un accord, même si là tout de suite j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'énergie, bon bah du coup j'avais quand même décidé de quelque chose. Ou alors si vraiment il y a trop d'énergie dans ces idées de préparer le corps, ça va parler aux mamans qui en ont marre que papa fasse des jeux de fou le soir juste avant de se coucher. Ben moi je trouve que c'est très bien juste en début de routine. C'est-à-dire si vous avez une routine, genre, là pour moi la routine inclut peut-être même le brossage de dents et tout ça. Mais si on démarre le rituel du coucher par un jeu de chahut où on est en famille, où on se bataille de polochon ou quelque chose comme ça, c'est ok, ça nous permet de dépenser cette énergie. À la fin de ce jeu, on sent que on est fatigué et là on va pouvoir être sur les lumières douces, on va se brosser les dents tranquillement, voilà. Et là on peut redescendre en cool down un petit peu comme après avoir fait du sport, le cool down, voilà. Donc sur le plan énergétique, peut-être que toi là-dessus, tu aurais des choses. Bah, énergétique, oui. Alors déjà, on va reparler un petit peu d'alimentation, mais évidemment, les trucs sucrés le soir, on évite trop de protéines le soir. Voilà, un petit repas léger et sans sucre rapide, c'est le mieux. Et puis après, effectivement, comme tu dis, voilà, créer ces petites routines-là, c'est génial. Après, c'est aussi
voilà, je trouve, comme tu dis, faire ce petit, même si on s'excite un petit peu avant, ça permet après de revenir au repos et du coup, je pense à des exercices de sophro qui peuvent être assez sympas où on va venir se crisper et puis relâcher après pour venir évacuer les tensions de la journée. C'est important. Ça permet de préparer déjà un sas de décompression pour passer une bonne nuit et venir après travailler peut-être avec des petits exercices de respiration ou peut-être avec des méditations adaptées pour venir ramener du calme, de la douceur, se poser tranquillement au niveau déjà émotionnel et puis au niveau énergétique aussi, toute l'énergie qu'on a accumulée dans la journée, se permettre en fait de la laisser s'évaporer tranquillement et de revenir à un moment plus calme et plus doux, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est pour moi des apprentissages. Alors, pareil, encore quand je parle d'apprentissage, c'est important que le parent il expérimente aussi, voire même qu'il ait déjà une pratique personnelle. Mais donc, pour moi, c'est l'apprentissage un peu. Alors, social. Là, aller se coucher, on n'est pas sur du social. Le côté social, il va être plutôt sur tout à l'heure quand on disait le côté je suis impulsif, je coupe la parole, oui pour toi c'est plus difficile mais de s'empêcher de faire ça, mais dans les codes sociaux c'est important pour les autres, donc voilà, ça va être un apprentissage social. Et là sur ces idées de rituels, on est plutôt sur de l'apprentissage émotionnel. Comment je fais, donc là on a conscience qu'il y a un feu en nous, comment je fais pour l'apprivoiser ce feu, pour l'inviter à redescendre. Donc ça va être tous les outils de gestion de la colère en général pour des enfants lambda vont être très utiles à des enfants avec un gros tonus parce qu'ils invitent à utiliser l'énergie de l'émotion. Et là on n'est pas sur de l'émotion pour un enfant tonique, mais par contre on a le même feu en nous, donc du coup ça peut être très utile. Et tout ce qui est outil de pleine conscience, la pleine conscience est quand même hyper reconnue comme levier d'action sur le TDAH, donc forcément qui sera aussi utile à des enfants qui sont juste des piles électriques. Pleine conscience, c'est quoi? Mettre de la conscience dans tout ce que je fais. Je suis en train de manger, je mange pas comme ça. Alors là, voilà, je prends le temps, tiens, ça sent quoi? Puis je le mets dans ma bouche, ça fait quoi? Et puis je le sens descendre dans mon corps. Voilà, ça c'est de la pleine conscience. Mais avoir pleinement conscience aussi de notre état d'énervement. Par exemple, là, je vais devoir faire mes devoirs. Bon, mais comment je suis dans mon corps? Comment je suis dans ma tête? Comment je suis dans mon cœur? Voilà, je prends un temps pour me poser, pour me recentrer. Ça s'apprend. Et le problème, c'est que nous, adultes, on est très peu à avoir ces outils-là. Donc voilà, on peut le faire. Tu parlais de l'approche hypnose, mais ça peut être une approche yoga, énergétique. Il y a tout plein d'outils hyper intéressants là-dessus. Bien évidemment, je vais parler des ateliers Moment Magique que je n'anime plus, mais que vous trouvez un peu partout, mais et tout le même genre d'autres outils que vous pouvez trouver aujourd'hui qui sont proposés pour votre enfant, mais j'ai envie de dire pour vous aussi. Je trouve que c'est intéressant, ou de le faire ensemble. De trouver une ressource, un livre à la bibliothèque, je ne sais pas, qui parle de yoga parent-enfant ou autre, pourquoi pas. Pleine conscience. Il y en a plein des outils qui existent comme ça maintenant qu'on peut trouver facilement sur Internet, déjà pour voir une première approche, voir si ça nous parle comme technique, parce qu'il y en a plein, il y a la sophro, il y a l'hypnose, il y a le yoga, enfin, comme tu dis, il y en a plein. Mais voilà, effectivement, ça permet de prendre vraiment conscience de son état intérieur, en fait, qu'il soit émotionnel, énergétique, physique, et c'est tout à fait valable autant pour l'adulte que pour l'enfant, parce que plus l'adulte sera au fait de son état à lui, plus il pourra aussi l'expliquer à l'enfant et peut-être lui dire, écoute, là, je suis pas disponible, ou là, ok, on va faire un moment parce que tu en as besoin. Et quand tu disais tout à l'heure, effectivement, que tous les outils de gestion de la colère s'appliquent, oui, évidemment, parce que même si c'est juste un enfant très, très actif, très, très dynamique, à un moment donné, comme il va se faire réprimer de ce trompe-plein d'énergie, ça va susciter de la colère, forcément. Donc, il va falloir l'évacuer. Et malheureusement, c'est bien que tout ce qu'on n'évacue pas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et c'est des choses que le corps garde et qu'on retrouve même après une fois adulte, en fait. Donc, c'est important d'écouter ces émotions-là et d'arriver à les exprimer, à les faire sortir à n'importe quel âge. On pourrait peut-être relister, parce que on a respiration, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup parlé, technique de respiration, on a parlé du yoga, t'as parlé d'hypnose un peu.
Un peu de Sophrologie. sophro, un peu de méditation. En respiration, je pense évidemment à la cohérence cardiaque. Ça, c'est absolument Mm. génial comme technique. Et ça peut se faire parent-enfant pour aussi renforcer un peu le lien et apaiser tout le monde. À faire avant le coucher, c'est génial, mais à faire aussi avant les repas pour qu'on puisse justement prendre les repas dans le calme, dans la détente. Donc ça, quelle que soit la technique de respiration ou juste un petit temps calme avant le repas, ça permet aussi de manger dans de meilleures conditions et donc de digérer dans de meilleures conditions. Et donc ça, pour le microbiote intestinal, c'est très très important. J'ai l'impression que quand on parle de relaxation, un parent d'un enfant qui a beaucoup d'énergie ou qui est hyperactif, il se dit juste c'est le truc impossible. En fait, il y a des façons d'aborder la relaxation avec un enfant. Déjà, avec un enfant lambda, une relaxation n'est pas un moment statique. C'est un moment où il faut absolument une mobilité de l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut le jeter dans un imaginaire dans lequel il peut être très très mobile. Il faut accepter le mouvement, voire même l'utiliser. Tout à l'heure, tu parlais le côté crispation, donc un exercice qu'on appelle le spaghetti, puisque un spaghetti cru, il est tout dur, il est tout crispé, puis quand on le plonge dans l'eau, il redevient tout mou. Et là, on sent dans chacun de nos muscles cette détente qui a lieu. Et c'est de la relaxation, c'est une approche de relaxation. Et il y a un livre très chouette qui s'appelle Mon cours de relaxation pour les enfants. Il est derrière moi, j'essaierai de vous le trouver peut-être. Qui est très chouette, qui propose plein de visualisations, d'imaginaires. Et voilà, l'enfant, il aime être mobile dans son imaginaire. Donc ça peut être un bon truc avant le coucher, comme histoire d'aller balader dans son corps ou dans sa tête. Donc voilà, la relaxation, c'est pas impossible pour un enfant. C'est juste peut-être pas l'image que vous avez de la relaxation ou quand vous la faites, vous allongez, vous fermez les yeux. Ça sera pas pareil, c'est sûr et certain. Mais effectivement, c'est intéressant parce que chaque exercice s'adapte aussi pour les enfants et de les faire à deux, je trouve que c'est un parent-enfant, Ouais. c'est très très fort, quoi. C'est beau, c'est des Pour moments le lien, parce qu'il y a mal, parce qu'il y a bien des moments où on va en avoir marre de cet enfant qui bouge trop, qui parle trop, qui en fait trop. Et même si on sait que dans l'absolu, c'est pas ce qu'on veut, on veut pas être dans le contrôle, il y a des moments où on va être là-dedans. Donc c'est ok, on va pas se taper dessus, mais de dire bon voilà, il y a des moments où c'est difficile, où je suis pas le parent que j'ai envie d'être, et du coup, il y a d'autres moments où je vais aller vraiment réparer ce lien, le tisser, reconnaître mes torts sur certaines choses, bien évidemment, et puis dire voilà, du coup, on va apprendre, on va essayer de trouver une autre technique, on va essayer de trouver un truc en plus dans notre boîte à outils pour avancer sereinement. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant du coup, pas trop longuement, mais de comment accompagner le parent Oui, je trouve que c'est une très bonne transition ce que tu as faite pour amener justement comment aider le parent parce qu'effectivement l'enfant il a juste besoin de bouger en fait il a besoin d'être écouté et le plus dur à gérer c'est effectivement pour le parent comment s'en sortir de ça en fait. Qu'est-ce que ça évoque en moi? On a parlé au tout début du regard de l'autre comme une des difficultés majeures, le côté stigmatisant, mais des fois je me stigmatise tout seul parce que j'ai l'impression que je ne sais pas gérer cet enfant et que ça vient forcément de moi, la culpabilité. Alors les parents sont les numéros 1 de la culpabilité. Donc il y a bien des façons de la traiter, on en parle tout le temps au cabinet ici, de cette culpabilité. Je pense que c'est important de recevoir du soutien. Il n'y a pas de raison, c'est le job le plus important de notre vie. On n'a pas envie de se rater, on n'a pas envie de faire par nos comportements, de causer du tort à nos enfants. Donc pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas? On apprend parce que qu'est-ce qu'on vient faire ici au cabinet? On vient apprendre des choses sur le développement de l'enfant, sur ses réactions. On essaye de découdre ces réactions qu'il a eues et d'aller redonner de l'objectivité parce que souvent on a des réactions qui sont pas au moment où la colère nous emporte, on n'est pas objectif, on n'a pas accès à tout notre cerveau supérieur et donc du coup on n'est pas le parent qu'on a envie d'être. Et c'est que à froid on peut revenir sur ces événements. Et si on n'y revient pas dans notre couple, parce que ça peut être fait dans le couple, si on a une belle coparentalité, un beau dialogue, dire il s'est passé ça, j'ai fait ça, j'étais pas très fière de moi. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais réfléchir pour avoir déjà un outil, parce que sur le moment, on est emporté par la colère. Donc, si j'ai pas déjà un truc dans une boîte à outils, je vais rebasculer dans quelque chose qui me convient pas. Donc, recevoir du soutien d'un consultant en parentalité, par exemple, ou d'un psychologue ou autre, c'est apprendre à
gérer ma colère, mes émotions, tout ce que mon enfant me renvoie à moi-même. Et c'est trouver des ressources de communication, de gestion de nos émotions, de nos propres émotions, mais aussi celles de l'enfant pour pouvoir lui transmettre. Et puis réfléchir à cette question de pose de limites qui me revient beaucoup en cabinet, parce qu'en effet, poser des limites à un enfant, alors j'aime pas donner des qualificatifs, à chaque fois j'ai l'impression de juger, mais à un enfant sage ou à un enfant lambda, ça peut paraître comme assez facile, mais un enfant qui a un feu en lui, on peut pas lui poser des limites de la même manière et du coup, ben, on va se sentir mis au défi alors que il y a moyen de trouver un beau chemin qui réunit et les besoins de l'enfant et les besoins du parent pour avancer ensemble. Donc recevoir du soutien, ne pas avoir, c'est pas parce qu'on a un problème, c'est parce que la tâche est rude pour tous les parents. C'est pour ça qu'on a besoin de soutien. Et c'est là où nos approches sont très très complémentaires parce qu'effectivement, toi, tu vas vraiment venir travailler ce lien parent-enfant, expliquer aux parents les besoins de son enfant parce que des fois, ouais, c'est pas clair hein, et ça, c'est parce que comme tu le dis, hein, c'est le métier le plus dur du monde. Ouais. Et moi, du coup, je vais pouvoir accompagner sur cet état émotionnel de l'adulte, les besoins de l'adulte. Et surtout, voilà, on parlait tout à l'heure du besoin de contrôle qu'on a parfois sur son enfant. Voilà, moi, je vais plus accompagner sur, OK, d'où il vient ce besoin de contrôle, pourquoi on a ce besoin de contrôle, est-ce qu'on nous a autorisé, nous aussi, quand on était enfant, à nous exprimer ou pas, ou est-ce qu'on a eu des parents qui nous contrôlaient aussi, voilà. Comment venir se dépatouiller de ça, comprendre ce qui est vraiment ce qui nous appartient, pourquoi on a ce besoin de contrôler et comment s'en libérer, en fait, pour justement pacifier les relations après. Ouais, c'est comme tu dis, c'est extrêmement complémentaire parce que tu as, bon, pour info, donc Lauriane, elle travaille sur moi aussi, enfin elle m'aide à travailler sur moi en fait, c'est pas comme ça Oui, que je devrais le dire. Donc voilà, elle m'accompagne en thérapie et cette approche thérapeutique, c'est de pas avancer sur nos blessures ou de pas être tout le temps connecté à elle. Et puis moi, mon approche, elle est plutôt alors de l'ordre du coaching, c'est-à-dire qu'en gros, il m'arrive ça régulièrement. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je prends les choses en main pour avancer tout doucement vers ce parent que j'aimerais être dans l'idéal. Et donc c'est complémentaire. Moi, je travaille pas la thérapeutique, je vais pas chercher dans mes accompagnements la source des choses. Bien souvent, on la découvre, mais moi, je travaille plus sur et maintenant, on en fait quoi? Et du coup, avec toi, Lauriane, on va plutôt aller libérer tout ça de façon très douce, je dois l'avouer. Comme tu le dis, c'est très bien de prendre conscience effectivement du blocage et de trouver une solution maintenant avec j'en fais quoi. Mais c'est comme si une voiture est en panne en fait. Ok, je peux constater la panne, ça vient de tel problème dans le moteur, ok. Mais si je mets pas les mains dedans pour venir vraiment réparer le moteur, les changements se mettront en place, mais avec un peu de difficulté. Et moi, du coup, c'est vraiment ce que je vais chercher à faire, c'est de remonter effectivement à l'origine de la problématique et de travailler dessus à travers des techniques d'hypnose, à travers du travail sur l'enfance, peut-être aussi en transgénérationnel. Hein, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait aussi un gros facteur d'hérédité. Voilà, c'est des choses sur lesquelles je peux accompagner pour venir libérer tout ça. Et effectivement, c'est très, très complémentaire avec toi, ce que tu proposes, parce que comme ça, ils ont des outils concrets au quotidien pour agir tout de suite. Et avec moi, du coup, un travail un peu plus en profondeur pour remonter un peu plus à la cause. C'est nécessaire d'avoir les deux approches, je trouve. Et c'est l'approche que tu proposes, elle correspondra beaucoup à des parents qui n'ont pas spécialement envie. Alors, comment dire, avec un psychologue, on a l'impression qu'on va aller tout remuer. Enfin, ça se passe pas spécialement dans le conscient avec toi, et plutôt dans l'émotionnel. Et donc, du coup, je trouve que c'est plus facile à aborder. En tout cas, voilà, si on n'est pas quelqu'un qui a envie de trop s'étendre sur soi, je trouve ça chouette. Donc, c'est ça. J'ai une cliente la dernière fois, on travaillait sur une problématique de colère. Et donc, effectivement, une première phase de l'exercice, je lui demandais quand même de se reconnecter un peu à cette colère. Et puis après, à travers des soins énergétiques aussi, on a pacifié un peu tout ça. Et à la fin, elle me dit, ah, mais je me sens vachement bien. Et je vais, j'allais pas vous laisser avec cette colère, en fait. Le but, c'est d'évacuer les choses. C'est pas de rester dans nos tensions. Voilà, c'est de venir relâcher et d'évacuer. C'est le but.
on se sent bien après ça. Et moi, les parents, ils me disent souvent, mais alors, ils me disent, c'est tellement plus simple quand on en parle avec vous, parce que je parlais tout à l'heure de cette question d'objectivité. C'est normal que quand on est là avec nos enfants, et c'est mon cas à moi avec mes enfants aussi, on est là, on est devant, puis on voit plus ce qui se passe. Donc, d'aller chercher du soutien, c'est retrouver de l'objectivité. Et puis, ils me disent, ça a l'air tellement plus simple aussi, parce que ben on est là, on s'exerce, on se met à la place de leur enfant, on va essayer des nouvelles choses. Est-ce que ça leur convient, est-ce que ça leur convient pas? Donc oui, ça a l'air plus simple. Et ils se sentent plus outillés. Donc l'objectif, c'est de retrouver confiance dans sa parentalité et dans les choses qu'on met en place vraiment en allant à l'endroit où vraiment on avait envie d'aller. Et pas de naviguer à l'aveugle en se disant je vais essayer de faire ça, peut-être ça ira. Avec le soutien que j'apporte en consultation, on commence par se projeter sur une vision à long terme. Qu'est-ce que je veux pour ma relation avec mon enfant? Et du coup, on arrive sur voilà, chaque décision et chaque interaction avec notre enfant aura plus de sens sur ce long terme. Donc voilà. C'est ça. Et c'est important ce que tu dis parce que le but effectivement d'un accompagnement, c'est pas de se dire j'ai une béquille et puis je peux pas avancer seul. Et non, toi au contraire, tu proposes effectivement des clés, des astuces pour que les parents puissent être autonomes aussi dans leur quotidien et mettre en place un peu ce dont vous avez échangé en séance. Et je trouve ça très bien parce que comme tu dis, ça redonne de la confiance en soi. Ils se rendent compte qu'ils ont eux-mêmes en fait des fois la solution et c'est juste qu'ils se faisaient peut-être pas forcément confiance et un accompagnement est très utile par rapport à ça. C'est ça, c'est eux qui travaillent. J'aime bien dire ça, c'est eux qui travaillent et pas moi, même si je travaille quand même un petit peu, mais je travaille pas sur leur parentalité, je travaille à leur côté, c'est eux qui avancent. Et ça permet du coup d'être totalement autonome pour voilà, je fidélise pas. J'ai pas une activité professionnelle hyper pérenne parce que je fidélise pas moi. Moi j'aime quand les gens ils me disent mais en fait c'est bon, on peut avancer sans vous, c'est super. Donc top. Écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des ressources. On va vous mettre dans alors prochaine mission enregistrer ce direct et qu'il ne disparaisse pas. Le mettre en IGTV. Lauriane le repartagera aussi sur son compte. A priori, elle a une baguette magique qui permet de faire ça. Et on essaiera de vous mettre du coup dans les commentaires de nos sites web. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à nos deux comptes pour pouvoir nous retrouver le jour où vous en aurez besoin. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour dans notre bio pour retrouver toutes les ressources qu'on propose. C'est ça. Et ben, merci d'avoir été là. Je vois des petites mains levées dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas du coup à poser vos questions, peut-être aussi sous l'IGTV ou parce que sous le direct, je sais pas si ça reste ou pas. Je suis hyper calée avec les réseaux sociaux. Et du coup, voilà, on essaiera d'y répondre. Puis même pour les personnes qui regardent en replay, si vous voulez laisser des commentaires, des questions ou quoi, on y répondra avec grand plaisir. Tout à fait. Tout à fait. Super. Eh ben, merci beaucoup à tous. À bientôt, Lauriane. Oui, à bientôt. Merci à tous. Allez, j'essaie de mettre l'IGTV, promis. J'appuie sur la croix, ça va bien se passer. Au revoir. À bientôt.